Adrien, moi ma présentation au moment où j'introduis Madame Hu, hein, on est d'accord? Je Oui, crois. c'est ça, voilà. Puis après, tu peux passer la parole. Là, pour l'instant, donc c'est C'est lancé. bon. On est en train d'accepter les participants. Déjà, bonjour à tous. On va juste attendre que tout le monde puisse se connecter. On en a pour quelques secondes et puis on va pouvoir commencer. Voilà, je pense que là, on y est. Bon, très bien. Alors, bonjour à tous et merci aux fidèles. Bienvenue à notre conférence sur le thème Développer sa marque en Chine, l'exemple des parfumeries Fragonard. D'abord, merci d'être présent aujourd'hui. C'est une conférence qui est organisée, comme vous le savez, par l'Institut Confucius de Neoma Business School et qui fait partie d'une série qui s'appelle China Business Insights. Donc, c'est-à-dire qu'on invite des professionnels de sociétés françaises qui travaillent en Chine ou avec la Chine et qui nous font un retour d'expérience avec un expert du domaine. Il y a 2 semaines, on a eu le plaisir de recevoir la société ASO, qui est la société organisatrice du Marathon de Paris et du Tour de France. Je pense que ça vous parle un peu plus, et qui nous a parlé de son développement en Chine. Et à l'inverse, on a une autre série de conférences dont je vous ai souvent parlé, et qui concerne cette fois les sociétés chinoises qui investissent et qui travaillent avec la France. Et la semaine dernière, par exemple, on a invité 2 sociétés chinoises, Sen River et Tangji Collection, plus une association franco-chinoise, Tespec, pour nous parler du luxe durable made in China. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 personnes qui ont une vraie expérience dans le secteur des cosmétiques et du luxe, Hu Suei de la société Fragonard et Stéphane Boras qui est professeur de marketing à Neoma Business School. Donc bonjour Suei, bonjour Stéphane, bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour Adrien. Bonjour. Donc, juste en quelques mots, comme d'habitude, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà Fragonard. Donc, c'est une entreprise qui est basée à Grasse, dans le sud de la France. Et c'est une société qui a déjà commencé à développer ses ventes à l'étranger. Et Sui, tu es en charge de la partie Chine. Je suis très content de t'avoir parce que tu vas pouvoir nous raconter ce que ça signifie vraiment concrètement de développer sa marque pour une entreprise française en Chine et comment on s'y prend, les habitudes de consommation, les difficultés, et tu as la connaissance aussi du marché digital. Et puis Stéphane Boras, qui connaît bien les problématiques dans ce domaine, et notamment tu analyses les expériences de consommation et la gestion des marques de luxe dans une optique d'étude de la consommation, la culture de la consommation. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Donc tu as fait des recherches qui concernent la consommation, son lien avec l'art notamment. Ouais, Donc, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Je vais essayer ouais, on a pu en parler nous avant la conférence, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de sujets qui méritent d'être développés aujourd'hui, donc ça promet d'être assez passionnant et je te laisserai l'expliciter. Donc encore une fois, je suis très content de vous avoir. Je vais être très rapide. Comme d'habitude, juste un mot sur le déroulement avant de donner la parole à Stéphane pour ta présentation et que tu animes la conférence. Donc la conférence doit durer 1h30 environ. On va débuter avec 2 présentations et puis on enchaînera sur une session questions-réponses. Et on a déjà reçu un certain nombre de questions avant la conférence. On les reprendra, on essaiera au possible d'y répondre. Et on vous invite aussi en parallèle à poser vos questions dans le chat. Et si vous voulez, vous vous sentez de poser une question en direct, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on vous passera la parole. Juste manifestez-vous avec la petite main bleue et on vous passera la parole. Pour l'instant, vos micros sont coupés, c'est normal, c'est pour pouvoir voilà, faire en sorte que la conférence se déroule bien. Voilà, donc pour moi, c'est à peu près tout. Je vois qu'il commence à y avoir quelques habitués, donc je vous laisse avec nos intervenants et je vous récupère à la toute fin. Je vous souhaite une bonne conférence à tous et à toi Stéphane. Merci beaucoup. Merci Adrien. Merci à tous pour votre présence ici. Donc, sur cette conférence et table ronde autour de cette thématique développer le marché chinois. Donc, avant de laisser surtout intervenir Madame Hu pour Fragonard, je vais rapidement me présenter moi-même, vous donner quelques éléments de marché sur le luxe et sur le parfum, quelques éléments de sociologie. Et puis, on laissera bien sûr la parole à Fragonard parce que je pense que c'est surtout ça qui nous intéresse ici, d'avoir leur point de vue extrêmement opérationnel, et, voilà, extraordinairement pratique dans l'adaptation en plus au marché avec cette explosion du commerce chinois et dans ce contexte si particulier de l'après-Covid. Enfin, après Covid, c'est peut-être ambitieux, mais en tout cas, il semblerait qu'on en sorte petit à petit, et notamment en Chine. Alors, je vais rapidement me présenter.
Donc, Stéphane Borra, je suis enseignant-chercheur, professeur de marketing à Neoma Business School. J'interviens aussi à Dauphine et à l'UPEM, à l'IAE Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée. J'ai une approche business et luxe. Je suis académique assez récemment. J'ai une thèse qui a moins de 4 ans. Ça veut dire que j'ai toujours travaillé en fait, dans le monde business, notamment sur le marché de l'art et à la direction de PME dans le luxe. Mes champs d'expérience, mes champs de recherche, plutôt, c'est autour de l'expérience consommateur, l'expérience retail et dans ce qu'on appelle les relations de service. Bon, à Neoma et ailleurs, j'enseigne classiquement sur tout un tas de cours en lien avec le marketing. Je suis enseignant-chercheur en marketing. On va peut-être y aller sur différents éléments de marché maintenant, que je vais vous détailler, et puis on va essayer de voir un petit peu comment rentre le parfum cosmétique dans ces différentes catégories. Alors, je suis navré, c'est vrai que j'ai pas mal de slides en anglais, j'espère que ça va à tout le monde. De toute façon, les commentaires sont donnés en français et vous n'hésiterez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Je travaille sur des chiffres consolidés. Ça veut dire que les chiffres 2020 encore n'ont pas été totalement consolidés sous forme de rapports qui sont produits par Deloitte, Bain ou les grands instituts qui sont capables de produire des études sur l'année 2020. Donc, j'ai plutôt tendance à avoir des chiffres 2018-2019. Enfin, on peut en parler. Ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce que la perturbation fondamentale qu'a introduit le Covid et ce qu'on appelait le recovery depuis le redémarrage de l'industrie chinoise en mode post-Covid. Donc, la catégorie qui nous intéresse ici, donc, vous voyez, sur un marché du luxe qui est à peu près en chiffre consolidé à 1,2 milliard, on va dire. La catégorie qui nous intéresse des personal goods, c'est 260 milliards environ, qui est la catégorie, on verra, mais qui a la plus forte croissance. Après, ce qui va nous intéresser, ça, c'était des prévisions 2020 sur ce qu'on pensait être l'évolution des chiffres qui ne sont pas encore consolidés, parce que là, on est sur un rapport Euromonitor de troisième trimestre 2020. Et vous voyez que sur la catégorie des personal luxury, toujours à laquelle appartient un parfum cosmétique, on était à moins 21%. On avait déjà vu à cette époque-là que la survie des catégories dépendait en fait de la flexibilité des producteurs, de leurs ressources, de leur capacité à mobiliser leur supply chain dans ces temps très difficiles, parce qu'on connaît toutes les disruptions que ça a donné sur la supply chain, effectivement, cette période de Covid, difficulté d'accès aux usines, difficulté de déplacement et des transports internationaux. Et le deuxième critère, c'est la présence digitale. Une forte présence digitale a été vue comme un facteur déterminant, une clé de succès des marques qui allaient s'en sortir après le Covid. Je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui, on le voit parfaitement aujourd'hui. Bon, là, vous avez l'évolution des chiffres par catégorie en fonction de 19 et 20. On disait qu'il y avait quand même pas mal de menaces sur cette catégorie, en dépit de ce qu'on voyait déjà d'un recovery assez rapide en Chine et du boom, de la croissance qui était fortement nourrie, surtout, on parle bien de luxe et de personal goods, sur les millennials et la génération Z et l'adoption généralisée du e-commerce. Parce qu'il y a toujours, et ça on l'a vu, ça c'est quand même un élément intéressant en marketing, les modifications de comportement de consommation en période de Covid, avec une consommation statutaire en recul, en fait, une consommation qui est de plus en plus repliée sur un marché plus hédoniste et qui est plus bien-être. Alors évidemment, c'est formidablement intéressant pour cosmétiques et parfums, ça. Beaucoup moins bon, évidemment, pour les voitures de luxe, vous pouvez imaginer, parce que personne n'a intérêt à s'acheter une voiture pour ne pas se déplacer. Par contre, se faire du bien avec des bons produits qui sont signés bien-être, ça fonctionnait extrêmement bien en temps de Covid. Donc, une nouvelle demande de nos consommateurs qui étaient en quarantaine. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Oui, les principaux drivers de la croissance en période après-Covid sont bien le redémarrage de l'économie chinoise, principalement,
et boosté par les millennials et génération Z. Ces deux facteurs que vous pouvez croiser facilement, tout ça pour dire que les marchés qu'on observe, ils sont en croissance aujourd'hui grâce aux millennials et génération Z de Chine. Pour faire très simple, hein, c'est le principal segment actif sur notre marché. Bon, on voit là, le business des personal goods, de toute façon, c'est le segment qui a la plus forte croissance sur le luxe. Hein. On est à environ 6,5%. Il faudrait peut-être spécifier, je n'ai pas le chiffre ici exact sur le parfum, mais enfin, tout le segment des luxury personal goods, il est à peu près à cette moyenne-là. Si on est sur le marché du parfum, ça, c'est des chiffres avant le Covid. Bon, on voit quand même que la croissance de la catégorie du parfum, pour autour de 35 milliards mondial, un marché fragmenté, vous voyez ici quand même à 1500 marques, et les grosses marques auxquelles on pense, voilà, jusqu'à 3%, elles ne représentent qu'un quart finalement de ce marché. Donc c'est un marché intéressant qui intéresse toutes les marques, luxe et premium, sur lesquels il y a trois gros acteurs qui se détachent, LVMH, Hermès et Chanel. Le marché de niche, il représente, donc là, un mass market hein, quand même de ce marché-là pour 90% du chiffre, et un marché de niche, 10%, qui va peut-être nous intéresser particulièrement ici et que Madame Hu va nous détailler plus tard. Bon, on se posera la question, hein, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler, on en parlait avant off de la conférence, si Fragonard, quel est le positionnement de Fragonard en tant que marque de luxe, marque premium, ça fera partie des questions, hein, dans quelle catégorie on peut croiser. Ça, on a vu, excusez-moi. Ça, c'est intéressant, je trouve, c'est des chiffres consolidés 2017, mais si on regarde les ouvertures de magasins à titre mondial, c'est super intéressant parce qu'on voit bien trois gros secteurs qui se dessinent. Hein. Un tiers qui serait entre les Amériques, principalement l'Amérique du Nord, un deuxième qui serait l'Europe et un troisième l'Asie. La principale croissance, elle nous vient de Chine aujourd'hui, hein, avec une croissance de 20% en chiffre consolidé 2018. Ça, c'était sur le premier trimestre 2020, les performances. Donc, premier trimestre 2020, c'est juste avant le Covid. Hein, donc, marché asiatique était celui qui avait le plus grosse croissance. C'est des chiffres Bain qui étaient estimés à cette époque-là sur 2017, avec, tiré principalement par le marché des accessoires, ça veut dire sac, cuir principalement, des bijoux, mais la beauté, beauty, ça veut dire cosmetics and perfumes, fragrances, ça arrive juste après. Bon, là, vous voyez quand même la croissance donc principale. Hein, la croissance par région 2020, c'était plus 18-20%. C'était expected, ça veut dire c'était donné 2019. Évidemment, tout ça, ça a été un petit peu rompu avec le Covid. Alors, sur l'élasticité, non, là, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi on a cette slide. C'était pour parler du Covid, sur l'élasticité de la demande au marché, mais on ne va pas y aller dessus parce qu'on n'a pas trop de temps. Excusez-moi, je ne vous fais pas un cours et je vais essayer d'être un peu synthétique pour introduire Madame Hu. Maintenant, peut-être quelques chiffres quand même en période Covid sur ce qui se passe en Asie qui me paraît intéressant. Si on regarde le marché donc de ce qui se passe sur le luxe, vous voyez quand même que les chiffres en baisse, ils sont exposés. Là, on était en troisième trimestre 2020 en des estimations Euromonitors. C'était 10% en moins en Chine, mais c'était finalement le marché qui se portait le mieux si vous regardez le reste des marchés asiatiques. La Chine représentant donc 68% des ventes régionales et 30% globales. Hein, les ventes de luxe en Chine, 30% du global. Donc, avec un chiffre en baisse qui était estimé à 400 millions. Il faudrait avoir maintenant les chiffres consolidés pour savoir la réalité de tout ça. Ça va tomber assez vite, je pense, entre maintenant et septembre chez Euromonitor des lois to Bain. Ce qui s'est passé, qui était particulièrement intéressant pour nous ici, c'est que évidemment les marchés américains et européens, qui étaient les deux premiers marchés de luxe, sur lesquels venaient nos consommateurs chinois, tous ces transports aériens ont été coupés et on peut se demander ce que ça a pu provoquer en Chine. Hein. Ça, c'est quand même le principal élément, ça veut dire fin des ventes sur le retail physique Europe et Amérique.
À part ça, qu'est-ce qu'on observe? Que les consommateurs chinois, ils demeurent le premier, le driver de la croissance sur le luxe. On voit une accélération en 2018 des consommations locales, ce qui s'est encore accéléré évidemment cette année, puisque les consommateurs ne pouvant voyager se sont mis à consommer, les Chinois se sont mis à consommer localement. Bon, ça, c'est plutôt un bon aspect, en tout cas pour la consommation en Chine. Différents problèmes, on peut relever, par contre, qui pouvaient menacer éventuellement le luxe sur cette région-là. Un problème, une guerre des tarifs entre des... Je sais pas, attendez, on ne dit pas des tarifs en français. Bon, allez, je garde US-China Trade War, donc sur les taux, pas les taux, sur les importations. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit blocage. Et différents problèmes à Hong Kong, comme on a vu, crise politique à Hong Kong, qui s'est soldée par des manifestations à rallonge et des fermetures de boutiques à rallonge également, qui fait que la consommation s'est déplacée. Ça, c'est important de le noter. Bon, je l'ai dit, les consommateurs chinois qui représentent environ 30%, voilà, 35% de ce segment en 2019. Ce qui est intéressant quand même, c'est de savoir que sur ces 35%, les Chinois, c'était surtout quand ils se déplaçaient en Europe, aux US et dans différentes cités asiatiques, Hong Kong, Macao et les grosses villes japonaises qui sont accessibles à 1h30 de Chine. C'est donc en vacances que les consommateurs chinois faisaient ces achats. Aujourd'hui, et à l'époque, il y avait seulement 11% des achats qui étaient faits localement, et ce qui est évidemment en train de changer. Mais vous voyez, les prévisions de croissance sur le marché, de toute façon, c'est le consommateur chinois, il est prévu de représenter 50% de la consommation en 2025. Alors, je vais avancer plus vite. Pourquoi cette accélération de la consommation en Chine? Parce que les produits sont plus accessibles. Vous avez des baisses sur la valeur ajoutée qui ont été proposées par le gouvernement, qui a baissé de 17 à 13% depuis 2018. Vous avez ce phénomène du daigou, c'était les touristes qui venaient en France, en Europe, acheter des produits pour les revendre en Chine, et parce qu'ils jouaient justement sur cette différence de taux, ils pouvaient revendre avec profit et offrir des produits moins chers que sur le marché chinois. Donc ce phénomène du daigou a disparu. Ce qu'on a observé quand même, c'est qu'il y avait la faiblesse du yuan chinois, et les manifestations à Hong Kong qui encourageaient, tout ça encourageait le consommateur chinois à consommer local. Bon, j'espère que je ne dépasse pas trop. Adrien, est-ce qu'il faut que j'accélère ou tout va bien? Pour l'instant, on est encore dans les temps. Hein. Ok, bon, je prends encore 5 je te préviendrai si on dépasse vraiment. Ok. Bon, là, je voudrais maintenant, là, on était sur des aspects marché. Maintenant, je voudrais aller sur des aspects plus marketing et sociologique. Moi, ce qui me paraît très intéressant sur le marché du luxe, et c'est pas un domaine qui est tellement exploré dans le monde académique ni professionnel, c'est une grosse tendance qu'on appelle l'artification. Alors, qu'est-ce que c'est que l'artification? C'est le fait de transformer, c'est un concept sociologique, Nathalie Heinisch, je ne sais plus l'année, mais c'est le fait de transformer du produit, enfin du non-art en art. Et c'est une grosse tendance qu'on observe. Ça ne concerne pas que le luxe, on a ça, ça peut être chez Coca-Cola ou n'importe quoi, mais c'est particulièrement intéressant dans le monde du luxe parce que je pense que c'est à l'origine, aux racines du luxe, d'avoir un très fort lien avec l'art. Et ce n'est pas un hasard si je mets ici une photo de Fragonard, parce que Fragonard, on se posait la question, est-ce que Fragonard est une marque de luxe ou pas? Justement, observer le lien de Fragonard à l'artification, ça pourrait aider à répondre. Alors, pourquoi aller vers les stratégies d'artification? Vous avez un auteur qui s'appelle Cap Ferrer, que j'aime assez, qui explique que l'art, en fait, ça permet de créer de la rareté. Ça permet de créer de la valeur pour le client, ça permet de créer de la différenciation entre des produits, et ça permet d'alimenter efficacement du storytelling de marque. Alors, je vais très vite sur Cap Ferrer.
On peut activer voilà, des morceaux qui viennent de l'héritage. Ça permet de présenter la marque, non pas comme un agent commercial, mais comme un agent culturel, ce qui est assez intéressant. Quand on voit Vuitton ou autre qui crée une fondation, on a vraiment la marque agent culturel. Hein, c'est une question d'image aussi. Bon, là aussi, avec Fragonard et le musée du parfum, on en parlera. Ça permet de créer de la rareté. Si vous avez un artiste en collab sur un produit ou que votre directeur artistique de la marque, il est lui-même présenté comme un artiste, bah, vous créez de la rareté avec vos produits. Et c'est effectivement différenciant par rapport aux nouveaux entrants. Donc tout ça, c'est très important. Ça permet de créer de la valeur de marque, hein, de renouveler, de projeter des vieilles enseignes dans le futur. Et puis ça permet de créer ce qu'on appelle ici enfin, on contribue vraiment à ce nouveau monde contemporain du consommateur boboisé et des élites créatives. Je ne dis pas ça du tout avec un point de vue critique, hein, c'est simplement de l'observation. Mais l'idée, c'est peut-être, à travers ce concept d'artification, de transformer des clients en fait en des amateurs d'art. C'est beaucoup plus valorisant, je trouve, pour une marque, de commencer à parler de ses clients comme des amateurs d'art qui deviennent de véritables ambassadeurs parce qu'ils connaissent, hein, pas simplement parce qu'ils sont clients et qu'ils peuvent présenter le produit. Bon, là, je vais très vite sur les stratégies d'artification qui peuvent montrer le point d'engagement de l'institution au niveau corporate, qui va de on sponsorise des artistes, on fait des collabs avec des artistes sur les produits. Il y a une différence quand même entre sponsoriser une exposition ou travailler avec un artiste sur des collaborations, ou une marque peut organiser ses propres expositions, mais c'est vrai que le côté le plus exposant, c'est finalement de créer une fondation, comme l'a fait Cartier en 88, hein, avec la Fondation pour l'art, en 84, je ne sais plus, excusez-moi, l'art contemporain en premier, Gucci, Vuitton, toutes les grandes marques maintenant le font. 4 techniques d'artification, je vais très vite, on ne détaille pas ici. Vous présentez votre directeur artistique comme un artiste, vous pouvez artifier vos magasins, vous pouvez mettre de l'art dans les produits et vous pouvez, par des jeux d'exposition, de techniques muséographiques, voilà, véritablement présenter votre marque comme une marque artifiée. Bon, là, c'est un extrait du site web de Fragonard. Vous voyez que ces techniques d'artification, on pourra demander tout à l'heure si Fragonard est une marque de luxe, mais par beaucoup de choses, ce qu'on voit, c'est qu'ils essayent quand même chez Fragonard de créer de la valeur en présentant de l'histoire, présentation des usines historiques, introduction au processus de production, un musée du parfum, ça c'est quand même particulièrement intéressant, et puis une connexion à travers le nom de la marque, évidemment le peintre du XVIIIe siècle, Jean-Honoré Fragonard. Donc on est vraiment quand même et puis une inscription locale à travers le musée provençal du costume et du bijou. Voilà, belle technique d'artification à mon avis de Fragonard. J'avance très vite, hein. Je suis navré, on reprendra après des questions sur tout ça, c'est passionnant. Alors, le parfum, maintenant, si on va sur des aspects plus sociologiques, moi, ce qui me semble intéressant avec le parfum, c'est que depuis l'origine, en fait, et mythologiquement, c'est un produit qui est considéré comme sacré, magique, doté de pouvoirs extraordinaires. Une des premières légendes, si on prend Ovide, c'est la mort du roi Essone et la magicienne Médée, qui préfère un parfum à l'odeur très puissante. Elle va lui remplacer le sang par le parfum, c'est intéressant. Et le vieux Essone redevient un jeune homme. Donc, on a une vraie incarnation du parfum avec ses origines très religieuses, quasiment divines. Les Égyptiens font la même chose, hein, dans les processus de momification. Les parfums sont très importants. D'ailleurs, le parfum est identifié à la sueur et à la chair des dieux. Hein, en fait, mais on a la même chose dans la tradition chrétienne, dans une certaine tradition chrétienne, avec le sang du Christ et des fonctions qui sont assignées au parfum. Bon, après, dans la médecine, dans l'histoire, le lent développement de l'histoire, les parfums sont associés à la préservation du corps humain. Pharmacie et parfumerie étaient étroitement liés. Et je pense que le parfum garde aujourd'hui, en tout cas en Occident, cette dimension très culturelle sur les origines. Bon, si on va plus vers le monde d'aujourd'hui, ce qui me paraît intéressant, c'est que dans la sociologie du goût, évidemment, j'ai pensé à
quand je vous dis ça, on pense à l'habitus bourdieusien, hein, donc toute la sociologie de Bourdieu sur le goût. Évidemment, le goût et l'odorat, c'est associé à des valeurs qui sont sociales et à la hiérarchie sociale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un bon exemple de ça quand même, avec une famille qui se promenait dans un musée il y a quelques années et qui avait été stigmatisée par l'odeur et qui avait été mise à la porte du musée. Voilà, la famille qui pue au musée, le scandale quand même du populaire. Moi, ça me rappelle aussi les mauvaises odeurs des cages d'escalier qui avaient été présentées à gros scandale à l'époque de la présidence Chirac. Et tout ça qu'on oppose aux odeurs délicates pour les nez fins. Donc, il y a une vraie sociologie quand même de l'odorat qu'on peut garder en tête. Aujourd'hui, les parfums, ils sont surtout facteurs de différenciation identitaire entre individus, ça on est dans le marketing d'aujourd'hui, entre individus pour dire qui on est, en marketing des tribus, à quelle tribu on appartient. Il y a pas mal de marques de parfums, surtout pour les jeunes, genre Calvin Klein, qui jouent beaucoup là-dessus. Donc là, c'est le marketing des tribus. Mais je pense qu'on observe la même volonté de différenciation et de la construction de l'identité des individus grâce aux parfums. Ça, c'est assez important aujourd'hui. Ce qui est différenciant entre les marques, entre les parfumeurs, peut-être, c'est le rôle de la formation. On sait qu'un client, par exemple, passe environ 7 minutes chez Sephora, alors qu'il va passer 30 minutes dans une boutique de parfums. Il va se faire, c'est là où tout le travail de la vendeuse intervient pour le conseil, l'initiation, la formation. Donc, la qualité du discours, c'est de la transmission. Et je pense que c'est là où se joue tout ce qu'on peut enseigner sur la qualité, la singularité du parfum, qui est un apprentissage qu'on peut comparer à celui du vin. Par exemple, il y a une vraie formation et une culture de l'odorat, comme il peut y avoir du goût dans le vin. Et c'est là où un discours d'artisan, et je pense que Fragonard est un artisan parfumeur, c'est intéressant, c'est plus intéressant qu'un discours de vendeur pour vendre une fragrance. Aujourd'hui, on voit apparaître quand même l'émergence, on l'a vu tout à l'heure, 10% il y a quelques années, et je pense que c'est un segment qui explose, le parfum de niche, suite à la saturation quand même des marchés de masse. Il y a des nouvelles exigences des consommateurs qui apparaissent. Les marques essayent de faire basculer ce qu'on appelle le client vers l'amateur, et de l'amateur qui pourrait se transformer comme un connaisseur. C'est ce que disait Jean-Claude Helena, le parfumeur de niche, et que c'est intéressant pour les consommateurs qui deviennent des amateurs et des connaisseurs de rencontrer des experts, d'apprendre à connaître, et ils se nourrissent et ils ont besoin de ce storytelling de la marque. Si on parle, moi je ne suis pas un spécialiste du parfum et de la connaissance de la sociologie des usages du parfum en Chine, mais c'est Madame Hu qui va nous en parler, je pense, un petit peu. On en avait parlé en off, ce qui est intéressant, ce qui me paraît formidablement intéressant de ce qui avait été échangé, c'est que les pratiques de consommation, là, elles diffèrent complètement de ce qu'on a en Occident. Par exemple, évidemment, les parfums existent dans la tradition chinoise et asiatique, mais en tant que parfum à brûler, par exemple, parfum en sachet sec, mais pas liquide, ni parfum à vaporiser. Donc voilà, des traditions différentes, des usages différents et des consommateurs à préparer, si vous voulez, à fabriquer, même on dirait en marketing, on parle bien de la construction des figures du consommateur. Il faut construire un consommateur chinois amateur de parfums liquides. Et je pense que c'est le challenge des marques de parfums occidentales. Mais tout ça, on va le voir maintenant avec Madame Hu, à qui je vais laisser la parole, qui va se présenter elle-même, mais dont le profil m'a beaucoup intéressé parce que Madame Hu n'est pas simplement une manager et une excellente connaisseuse du marché digital en Chine, en particulier lié à la parfumerie, mais de par sa formation et son expérience, elle est vraiment très, très en phase avec cette dimension culturelle liée à l'art dont je parlais tout à l'heure, une expérience au musée de parfum de Venise. Et c'est vrai qu'il y a chez Fragonard ce musée du parfum qui compte tellement, je pense, pour ce que la marque a raconté aux consommateurs. Je suis désolé, Adrien, j'ai probablement parlé un petit peu trop. Je vois qu'il est
On a un peu dépassé, mais bon, c'était intéressant. Donc, moi, je ne te coupe pas. Et puis, on pourra reprendre avec les questions, en effet, pour développer certains aspects. Je pense qu'on peut du coup… merci beaucoup, hein, merci beaucoup pour cette présentation. On peut passer la parole à Suivi, en effet. Ok. Oui, le son fonctionne, super. Le son fonctionne. Merci beaucoup, Monsieur Porraz. Je continue. Maintenant, je partage mon écran avec vous. Voilà, ouais. Pour moi, c'est bon. Tu peux le mettre en plein écran. Ok, vous le voyez? Ouais, moi je le vois. Stéphane, toi, tu dois le voir aussi, j'espère. Je pense que tu peux y aller. Tu peux le mettre voilà, en plein écran. Très bien. Ok. Merci. Ok. Bon, bonjour à tous. Je suis Xue Yiwu. Je travaille pour Fragonard depuis 2018. Pardon. Et merci de l'invitation de Newma. Et je suis heureuse de vous partager l'expérience de mon travail à Fragonard, ce qui est pour moi vraiment intéressant. J'aime toujours le parfum et le monde du parfum et le monde culturel. Et Fragonard me permet de combiner ma passion et mon travail. Et donc, okay. Pour parler de Fragonard, il faut que je commence par raconter l'histoire de Grasse, parce que toute notre mission, c'est de transmettre la culture de France, la technique de la fabrication de la parfumerie, et cette technique est née au Grasse. Grasse, c'est la capitale mondiale du parfum. Grasse, c'est la capitale mondiale du parfum. La situation géographique de Grasse a doté sa région d'un climat particulièrement agréable et favorable à la culture des plantes parfumeries et les plantes florales aromatiques. Grasse, c'était une ville de tanneries et des fleurs odorantes au 15e siècle, et elle se consacre sans réserve à la fabrication des beaux parfumeries. Dans le XVIIe siècle, le roi Louis XIII créait la coopération des maîtres gantiers parfumerie, à laquelle, dès 1724, se dote à Grasse des statuts spécifiques à des maîtres parfumerie. Progressivement, la parfumerie devient l'activité exclusive des fabriques grassoises, et le passage au 19e siècle marque l'apparition d'une activité industrielle qui se plante progressivement à l'artisanat local. Aujourd'hui, Grasse demeure la cité de la parfumerie mondiale. La plupart des nombreux nés célèbres, c'est-à-dire les parfumeurs célèbres, et reste le lieu incontournable pour tout amoureux de la parfumerie de qualité. En 2018, les techniques de la parfumerie de Grasse est connue par UNESCO en tant que le patrimoine culturel immatériel. Par ailleurs, Grasse est aussi la ville jumelle de la ville chinoise Kunming, qui est aussi une ville de fleurs. Fragonard est une entreprise familiale qui se voit déjà la 4e génération. Maintenant, c'est la 4e génération qui dirige notre entreprise et la 5e génération qui travaille, qui sont des employés. En 1926, Eugene Fox décide de créer sa propre entreprise en s'appuyant sur un concept tout à fait nouveau, c'est-à-dire celui de la vente directe des produits de parfumée aux touristes. Et il commence à découvrir les charmes de la Riviera. Ainsi, en 1926, la parfumerie Fragonard voit le jour, et le nom de Fragonard vient du célèbre peintre Jean-Honoré Fragonard, qui est le peintre du roi du XVIIIe siècle. Ses tableaux le plus connu, c'est le Verrou, qui est collectionné maintenant dans le Louvre.
La famille de Jean-Honoré Fragonard est une famille de gantiers parfumeurs. L'esprit de notre maison est fidèlement perpétué par les 3 générations suivantes. À leur initiative, naissent de nouvelles unités de production et de vente à Grasse et à Aise, mais aussi à Paris. Le directeur de 3e génération, Jean-François Costa, engage la modernisation de l'entreprise. Monsieur Jean-François Costa réunit au cours des années 70 ses collections des objets de parfumerie et il donne la naissance au musée des parfums Fragonard. Aujourd'hui, ce sont les 3 filles de monsieur Jean-François Costa, Anne, Agnès et Françoise qui gèrent la maison Fragonard. Elles sont comme des générations présentes, elles se développent autour des produits de parfumée, mais aussi des autres produits de décoration d'intérieur. Ainsi, la gamme de produits de Fragonard existe non seulement dans la parfumerie, mais aussi dans la décoration intérieure de l'art de vivre, etc. Beaucoup de clients nous connaissent à Paris grâce à nos musées de parfums. C'était maintenant devenu une carte de visite de Fragonard. Fragonard possède 4 musées du parfum qui sont à l'hommage à l'univers du parfum qui a fait la renommée de Grasse et la culture de parfumerie de France. L'un de nos musées est situé dans notre usine historique à Grasse. Les 3 autres musées du parfum se situent tous à quartier de l'Opéra à Paris. Dans les musées du parfum Fragonard, on offre une visite guidée par une guide. La visite commence par les matières primaires de parfumerie, où la guide présente l'origine des plantes dans une carte. Ensuite, les visiteurs peuvent voir les appareils et des techniques de production ancestrales et actuelles, et cela leur permet de découvrir les secrets de fabrication de parfums français. Ensuite, la guide ramène les visiteurs aux vitrines qui accueillent une très riche collection des objets de parfumerie. Datant de l'histoire de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ce sont des objets comme des cuillères à fard égyptiennes, les pots de parfum romains, les boîtes à senteur médiévales, les éventails parfumés au XVIIIe siècle, les flacons précieux en or, les flacons en cristal, etc. Toute cette collection appartient à la famille de la direction de Fragonard et certains de nos produits Fragonard qu'on vend aujourd'hui dans la boutique sont inspirés des objets dans la collection de la parfumerie. Cette musée est importante pour Fragonard parce que nous aimerons transmettre cette culture de parfumerie à nos clients et quand ils achètent un parfum Fragonard, ils pensent non seulement à notre fragrance, mais aussi à des souvenirs, à des objets qui sont dans les musées. C'est comme les objets, c'est comme dans cette photo. Tout notre produit de parfumerie est fabriqué dans les usines de Fragonard. Nous avons 3 usines qui se situent tous dans la Côte d'Azur. Nous avons 2 usines à Grasse, une usine historique et une usine de fabrication. Et une 3e usine, c'est à Aise Village, qui est entre Nice et Monaco. À travers une visite gratuite et guidée, les visiteurs peuvent découvrir les anciennes et les nouvelles techniques de fabrication de parfums à travers les désitoires, les laboratoires des parfumeurs, des orgues de fragrance, les macérations, les filtrages, les chambres d'empleurage, etc. Dans l'usine, les clients peuvent voir de A à Z la production d'un parfum. À part les musées de parfums, nous avons aussi les musées qui sont à l'hommage de la culture provençale.
C'est ce que M. Borras a montré tout à l'heure. Le musée, nous avons 2 musées de culture provençale, un musée Jean-Honoré Fragonard et le musée provençal du costume de bijoux. Le musée Jean-Honoré Fragonard est se situé dans une des plus prestigieux hôtels à Grasse, l'hôtel Villeneuve. La collection permanente est consacrée à 3 peintres nés à Grasse, le célèbre peintre du roi, Jean-Honoré Fragonard, et les 2 autres artistes de génération suivante, Marguerite Gérard, qui est élève de Fragonard, et Jean-Baptiste Mallet. Ce musée présente également le travail des photographies contemporains lors des expositions temporaires. Alors, le musée provençal de costumes et du bijou est installé dans un lésage noble d'un hôtel particulier grassois du XVIIIe siècle. Ce musée est à l'hommage à l'élégance provençale du XVIIIe et le XIXe siècle, la richesse de leurs vêtements, la couleur de leur vie, etc. Et ce sont deux musées totalement non lucratifs que vous pouvez tous visiter à Grasse. Malheureusement, maintenant, à cause de Covid, les musées sont temporairement fermés. En tout cas, juste, pardon, oui, je te laisserai poursuivre juste après, mais c'est vrai que là, ce que tu viens de nous dire, ça corrobore tout à fait, c'est ce que disait Stéphane, l'importance de l'histoire, de l'art chez Fragonard. Ça fait partie de l'ADN de la société, en fait. Juste ce que tu disais, est-ce que tu pourrais peut-être préciser ce point-là? C'est en fait, pour vous, cette expérience de musée et artistique, c'est aussi une façon de faire connaître votre marque, c'est ça? C'est-à-dire que ça fait partie intégrante de votre stratégie, en fait. Oui, c'est ça. C'est quand on présente Fragonard à un client, avant de présenter nos produits, on présente toujours le côté culturel de l'entreprise et après tout ça, nous présentons nos produits et les clients, souvent, ils peuvent voir dans nos produits nos inspirations. Ils peuvent voir les fleurs par exemple, un parfum rose, ils peuvent voir que c'était à peu près les mêmes formes d'un flacon dans nos musées. L'importance de l'authenticité, en fait, pour l'expérience. Et j'imagine que ça doit être d'autant plus important pour une clientèle chinoise. Alors, toi qui connais bien la clientèle chinoise, et je te laisse poursuivre, mais c'est vrai que ça va être une des questions qui sera assez importante. C'est étant donné que vous n'avez pas forcément l'historique chrétien dont parlait Stéphane pour la culture plutôt occidentale, entre guillemets, en Chine, tout est à construire. Donc voilà, mais ça, c'est une parenthèse, on en reparlera certainement tout à l'heure. Oui, oui. Pour les clients chinois, enfin pour tous les clients non français, non européens, je pense qu'on connaît tous que le parfum, c'est un produit français, que le parfum de France, c'est le meilleur du monde. Mais nous ne connaissons pas pourquoi le produit de France, le parfum de France, ça mérite d'être autant renommé. Et quand on vient au Fragonard, on va leur expliquer toute l'histoire, du développement du parfum et ils peuvent comprendre à la sortie de la visite que la raison de la renommée de la parfumerie française. Ok. D'accord. Je continue dans ma présentation. Ok. Pour la boutique Fragonard, aujourd'hui en France, nous avons à peu près une vingtaine de boutiques qui se partagent entre Paris et le sud de la France, ainsi qu'une boutique à Milan. Les concept stores de Fragonard dévoile toute notre collection, la parfumerie, l'art de vivre, les décorations intérieures, les bijoux prêts à porter, tous aux matières naturelles. C'est comme que vous pouvez voir dans le diapo, Fragonard, nous vendons non seulement, pas seulement de la parfumerie, mais aussi des produits qui sont en lien avec la parfumerie. C'est ça que nous aimerions faire comprendre aux consommateurs, que le parfum, c'est en accord avec votre vie. Choisir un parfum, c'est en fait choisir le mode de vivre d'aujourd'hui.
Et c'est ça qu'on explique souvent dans les musées, d'expliquer aux consommateurs comment choisir le propre parfum qui vous correspond, comment choisir le parfum à certaines occasions. Fragonard se présente aussi dans les aéroports de France, d'Allemagne, de Russie, dans les duty-free. Nous sommes honorés d'être parmi les 3 marques du parfum les plus vendues à l'aéroport de Nice et à Orly et à Charles de Gaulle. Et voici quelques exemples de nos produits. Les séries des produits de Fragonard, la série de parfums de Fragonard est notre série représentative. La série de parfumerie consiste des parfums, des diffuseurs, des bougies parfumées, des savons, des crèmes de main et des cosmétiques. Nos produits sont fabriqués 100% dans nos usines à Grasse et à Nice. La création est inspirée des éléments français, provençaux, tels que le soleil, l'océan, les fleurs, etc. Voici le premier exemple, la série Tout ce que j'aime. Vous voyez que c'est une série du savon, du parfum, crème de main, plâtre parfumée, et la forme s'est inspirée de l'Antiquité. Nous avons aussi des bougies, des diffuseurs parfumerie, des diffuseurs parfumés qui sont des fleurs représentantes de grâce. Nous avons aussi des jardins Fragonard, c'est aussi des jardins grassoises, et aussi notre gamme de cosmétiques l'après. Dans cette gamme, l'huile d'argan de Maroc est le plus populaire. Ce sont des produits qu'on va vendre en Chine. Et maintenant, nous allons parler des marchés chinois de Fragonard. Le marché chinois Fragonard est divisé en 2 parties, c'est-à-dire le marché des Chinois tourisme en France et le marché en Chine. Nous allons commencer par le marché tourisme en France. Le marché tourisme en France est encore divisé en 2 parties, le marché tourisme et le marché local. Pour le marché tourisme en France, le marché tourisme en France est le plus important marché chinois pour la maison Fragonard. Le produit touristique de ce marché est une expérience de visite de notre musée ou usine, et en plus une vente. Dans nos usines et nos musées, nous proposons une visite guidée en mandarin qui dure environ une vingtaine de minutes par nos guides sinophones. Et à la fin de cette visite, les clients peuvent peuvent essayer d'acheter des parfums. Avant le Covid, nous sommes très honorés de recevoir plus de 300 000 touristes chinois par an. Ainsi, Fragonard est situé au 2e boutique plus fréquentée par des touristes chinois, juste après des Galeries Lafayette. Les touristes chinois de ce marché tourisme se séparaient en 2 parties, des visiteurs en groupe et des visiteurs individuels. Et maintenant, nous regardons ces 2 photos des voyageurs en groupe. Ces photos sont prises dans notre musée à Paris. Le voyage en groupe est le mode le plus courant pour des touristes chinois à l'étranger. Selon les statistiques du Centre de recherche en tourisme en Chine, 70% des Chinois voyagent en groupe à l'étranger et la France fait le pays le plus fréquenté en Europe. Les circuits touristiques sont organisés par des tour opérateurs et nous aimerions bien que les agences de voyage mettent toujours Fragonard dans le circuit en Europe. Nous avons quand même certains avantages. Tout d'abord, une visite guidée en mandarin gratuite attire beaucoup de touristes parce que nous expliquons l'histoire de parfum, etc. C'est intéressant pour des clients étrangers. Deuxièmement, notre localisation est pratique. Nos usines au sud, à est, entre Nice et Monaco. Donc, c'est vraiment dans les rivières les plus connues du monde. À Paris, notre musée est situé dans le quartier Opéra
qui est entre l'Opéra et les Galeries Lafayette. Donc, c'est aussi dans un stop obligatoire à Paris. Troisièmement, nous avons une belle gamme de produits à choisir qui sont fabriqués 100% en France et les prix sont accessibles. Donc, pour avoir ce marché de tourisme chinois en France, Fragonard participe toujours aux événements de ODCP, les offices de tourisme de Congrès de Paris, avec les autres institutions françaises telles que Musée d'Orsay, Musée Louvre, Galerie Lafayette. Nous accueillons ensemble de la visite de légations chinoises. Nous travaillons aussi beaucoup avec des agences de voyage et nous s'adaptent notre fonction au musée à leurs besoins. Par exemple, les groupes chinois à Paris, ils sont toujours très pressés et ils ne veulent qu'une visite en leur langue maternelle. À Fragonard, au début, nous n'avons pas autant de visites en mandarin. À Fragonard, notre visite, c'est en français ou anglais qui se déroule tous les 20 minutes, mais nous ne pouvons pas avoir autant de personnel chinois. Mais pour adapter à la demande de clients, nous avons recruté beaucoup de guides sinophones et nous avons aussi dédié un de nos 3 musées uniquement pour des groupes chinois. Comme ça, il n'aura pas besoin d'attendre longtemps pour avoir une guide où ils ne vont pas se perdre. Donc ça, c'est des efforts qu'on a fait pour les agences. Et aussi nous avons créé des programmes intéressants uniquement pour des groupes chinois. Par exemple, dans ce diapo, nous voyons que cette groupe est prise en photo devant un miroir du musée du parfum. Là, c'était un appareil photo qu'on a mis en place en 2019. C'est pour prendre une photo pour tout un groupe. Et les clients chinois sont contents d'avoir leur photo devant un palais hôtel en français. Il s'agit surtout de clients jeunes, j'ai l'impression. Pour revenir justement à faire le lien avec tout ce qui a été dit à l'instant, on parlait de la culture en Chine, du parfum qui est quand même très différente. Là, on parle de touristes chinois. Alors, pour certains groupes, pour certains, j'imagine qu'ils sont peut-être indépendants. Il s'agit du coup d'une clientèle assez jeune ou alors vous ciblez d'autres marchés? Notre cible la plus importante, c'est les clients jeunes, millénales, les générations Z. Mais nous avons aussi des clients qui ont qui ont à peu près 40 ans, 50 ans. Et ils sont toujours contents d'avoir une belle visite en leur langue maternelle. Et voilà. Et vous pouvez voir que sur cette photo, il y a un QR code. Et là, c'est un QR code de WeChat. Et quand les clients scannent le QR code, ils peuvent avoir la photo envoyée dans leur téléphone. Et quand ils rentrent en Chine, s'ils remplissent un lien, ils peuvent aussi recevoir des échantillons gratuits de Fragonard. Tout ça, c'est des efforts qu'on a fait pour avoir ce marché. J'ai une question, je suis désolé, j'interromps, c'est pas poli, c'est pas prévu. Est-ce que vous Moi, encouragez, je vous en prie. est-ce que vous encouragez les visiteurs à publier sur les réseaux sociaux à la suite Oui, du musée, par exemple? oui, on encourage beaucoup. Par exemple, ils peuvent se photographier, il y a une photo classique devant le miroir, c'est ça, comme on voit ici? Oui, oui, et on encourage qu'ils partagent dans leur WeChat, dans leur Weibo. Et quand ils partagent, on pourrait envoyer un échantillon à eux-mêmes et aussi à leurs amis qui ont mis un like dans leur post. D'accord. Mêler le digital et le culturel, alors, l'histoire. Stéphane, je pense, n'hésite pas, hein, puisqu'en fait, on avait prévu, on peut poser des questions à partir d'un moment dans la conférence, parce qu'il y a certainement des sujets là en particulier qui sont intéressants et on peut s'y attarder un petit peu. Voilà, n'hésite pas. Ok, mais peut-être je ne peux pas interrompre, madame. Vous aviez terminé ou vous voulez continuer?
Non, je n'ai pas encore terminé. Mais si vous avez des questions, vous pouvez poser, il n'y a pas de problème. Non, mais moi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est de savoir ces expériences dans le musée. Par exemple, sur le WeChat, là, on comprend qu'il y a une stratégie avec des échantillons qui peuvent être reçus quand ils publient ou quand ils ont des likes sur les réseaux. Ça donne quoi en termes dans le share? Est-ce que c'est important pour vous ça vous apporte quoi comme flux de clientèle? Est-ce que les visiteurs sont des clients avant même de venir? Est-ce qu'ils deviennent des clients? C'est comme vous avez expliqué dans votre présentation que les clients deviennent les ambassadeurs de marque. Parce que les clients qui publient les choses sur Fragonard sont des clients qui sont déjà venus en France, qui ont vraiment visité Fragonard, qui sont convaincus par notre culture, par notre fabrication de parfums. Et donc, quand ils racontent l'histoire de Fragonard, ils parlent de leur expérience, que c'est vraiment une bonne marque française, tout est fabriqué en France et ils ont un musée, etc. Et donc, ça nous fait des bons commentaires et pour les marchés en Chine à l'avenir. Et ça fait une très bonne communication. Oui, j'ai envie de vous demander aussi, est-ce qu'il y a en particulier des experts de parfums qui peuvent venir visiter, qui sont des influenceurs avec lesquels vous allez travailler après? Bien sûr, nous avons déjà reçu beaucoup de KOL, des influenceurs chinois et aussi français. Et nous avons aussi reçu des interviews des presses officielles de Chine, telles que le CCTV. Et nous avons eu un interview de Fragonard sur CCTV qui a eu 500 millions de vues en un seul jour. Ah oui. Mais 500 millions de vues sur quel marché alors, madame? Sur ce marché tourisme, Uniquement le marché touriste chinois? oui. Impressionnant. OK. Il y a peut-être plusieurs clics. OK. Non, mais je n'ai pas de questions pour le moment. Peut-être qu'on reparlera des différents réseaux sociaux que vous utilisez, parce que je pense que Okay. je vous avais demandé hier ou avant-hier si en particulier les nouveaux réseaux comme TikTok, vous les utilisiez. TikTok, pas encore, parce que nous voulons lancer notre TikTok en 2020 et à cause de Covid, ce projet a retardé parce que nos réseaux sociaux publiera uniquement des choses qui est liées à la culture de parfum. Donc, toutes les choses devraient être filmées en France dans nos musées. Et à cause de Covid, les musées sont fermés. Donc, nous n'avons pas pu faire des vidéos sur le TikTok. D'accord. Mais ça reste en projet. Et c'est sur le TikTok chinois ou c'est sur le TikTok pour les Français? Nous allons faire, je pense que nous allons essayer les deux. Parce que pour les TikTok chinois, nous pouvons l'utiliser pour attirer des vues des Chinois qui sont en Chine. Et avec le TikTok international, nous pouvons attirer des vues des Chinois locaux. Et est-ce que votre utilisation de WeChat ou est-ce que, je ne sais pas, de Instagram ou de TikTok, elle est très différente pour la France et reste, pour la Chine et le reste du monde, ou c'est juste la traduction? Est-ce que c'est adapté ou est-ce que c'est simplement traduit? C'est vraiment adapté. C'est notre communication française et chinoise, c'est deux choses. Parfois, on s'inspire, parfois, on regarde l'un l'autre, mais on ne pourrait pas faire la traduction de A à Z. C'est la modalité différente. OK. Je regardais si on avait des questions relatives dans le chat à cette expérience du musée de la parfumerie. Une question, mais alors c'est pas exactement ça, mais peut-être, c'était l'une des premières questions, c'était la France a une excellente image en Chine, or il est facile de constater que les entreprises françaises préfèrent dans la majorité des cas engager des locaux pour promouvoir leur marque. Et je pense que là, tu viens un peu de répondre à la question, c'est pourquoi les entreprises françaises
hors des raisons économiques, n'engage-t-elle pas de Français qui peuvent servir de vitrine pour le produit et appuyer encore plus le côté true made in France, pardon. L'authenticité en fait. Alors là, je pense qu'on parle d'authenticité derrière et la personne dit voilà, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à embaucher des Français pour le côté vitrine, l'authenticité, mais là on parle du marché du coup en Chine alors. Là, on parle des boutiques aussi, on ne parle plus du musée. Là, on parle des boutiques physiques et du vendeur, en fait, de ce que je comprends de la question. Oui. Comment Par le exemple. vendeur peut représenter la marque, le vendeur français qui représenterait la marque française, en fait. Est-ce que c'est très important, ça, Madame Hu, que ça soit un vendeur français qui vienne incarner la marque française, donc un vendeur français qui parlerait chinois, bien sûr, ou est-ce que ça peut facilement être délégué à un vendeur chinois? Je pense que ça dépend. Je pense vraiment que ça dépend. Ce vendeur français, dans nos musées et dans les boutiques de nos musées, nous recrutons beaucoup de Français qui parlent chinois. Il y a beaucoup d'étudiants d'INALCO qui font leur travail à mi-temps. Et nous avons aussi des Français des Français qui a des familles chinoises, donc qui parlent le chinois. Mais l'important, c'est qu'ils comprennent la mentalité des clients, ils comprennent les besoins des clients. C'est pas seulement l'image qui compte. Bien sûr, si nous pouvons avoir toujours des Français qui pourraient comporter comme un vendeur chinois, nous aimerons bien sûr plus qu'un juste un vendeur chinois. Et par ailleurs, je remarque qu'en Chine, les gérants dans les entreprises françaises, plus leur fonction est haute, plus il y a plus de Français qui occupent cette fonction. Et ces gérantes de haut niveau, ils parlent quasiment tous un bon niveau de français. Je pense que la langue est une partie, mais aussi la technique, la connaissance qui compte. D'accord. On est sur ce sujet. Je crois qu'Adrien, on a une question dans le chat. Oui, j'ai une question. Je vais du coup passer la parole à Monsieur Goyer, qui a une question qu'il voudrait poser en direct. Alors, je vais réactiver le micro, si ça va bien. Oui, alors, je vous avais posé 2 questions historiquement dans le message précédent, mais au vu de la présentation, moi, je m'interroge beaucoup sur les mouvements sociaux des minorités actives qui sont actuellement assez forts en France et aux États-Unis, qui tentent de renier notre histoire et ce qui fait la force de notre culture. Donc, effectivement, si on considère que ce mouvement fait long feu, les industries et les qualités qui ont fait de Colbert aux industries dont on parlait, Louis XIII, Louis XIV, et dans d'autres pays également, hein, l'Italie a une très forte puissance culturelle. En fait, on se tire une balle dans le pied et on simplifie l'histoire de façon tellement neutre et originale que tout peut être produit partout. Et c'est ce qui fait finalement la force de Fragonard et la force de nos pays de grande tradition. Alors c'est une question éminemment géopolitique, mais la géopolitique fait partie de l'économie. Excusez-moi de mettre un peu les pieds dans le plat. Et du coup, c'est quoi votre question, Monsieur Goyer? Ma question, c'est comment maintenir une ligne en tirant parti de la qualité de nos réflexions basées sur l'histoire, plutôt que sur une histoire qu'on aurait simplifiée et rendue minimaliste, et dans laquelle on pourrait produire un parfum réputé standard et unique, hein, qui serait produit partout dans le monde. Donc, on aurait aux extrêmes une différenciation entre ceux qui recherchent le luxe, la finesse, la culture, et ceux qui recherchent du McDo, hein, tout simplement. Une différenciation culturelle aujourd'hui et un conflit un début de conflit social, je dirais. Madame Hu, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Est-ce que Fragonard parvient à créer de la différenciation culturelle? Je crois que votre question initiale, Monsieur Goyer, c'était notamment, avec humour, vous parliez de l'accent français. Oui, voilà, oui, bien sûr.
la marque. Donc, oui, sont des forces. Moi, quand j'étais étudiant, je vendais des croissants aux épinards. Donc voilà, c'était comme ça qu'il fallait vendre. Vous voyez, donc il y a vraiment un poids, une âme dans des objets de luxe qui s'oppose à une standardisation, à une basse qualité qui peut avoir des marges par rapport à des enseignes mais qui ne respectent plus ces traditions. D'accord, très bien. Et Madame Wu, est-ce qu'on arrive à créer de la différenciation culturelle quand même si on a des vendeurs chinois? Est-ce que le client chinois, quand il est chez Fragonard en Chine, il comprend qu'il est devant une marque française? Est-ce qu'on y arrive quand même? C'est quelque chose qu'on fait vraiment très attention à Fragonard. Tous les employés que nous choisissons, quasiment tous, enfin, je dirais 95% des employés Fragonard chinois qu'on recrute parlent tous très bien français. Et Fragonard est une maison qui tient beaucoup à la tradition. Vous voyez que nous sommes une maison de parfumerie de 5 générations. Et c'est vraiment la tradition qui se transmet de génération par génération et qui se transmet dans... C'est un esprit, la tradition, c'est l'esprit de la maison. Et aussi, nous n'avons pas des enseignes en Chine. Fragonard, en tant qu'une entreprise française, toutes les ventes sont faites par nous-mêmes. Donc la famille de la direction est fait très attention de choisir les canaux de vente, etc. Et comme je vous ai expliqué, nos musées et nos usines montrent uniquement la fabrication française de parfums. Parce qu'il y a quand même la fabrication italienne, la fabrication égyptienne, etc. Et notre maison tient à la fabrication française et on insiste sur le fait que la renommée de parfums français depuis le XVIe siècle a été reconnue par le monde. Merci beaucoup, Suei. On va peut-être, pendant un petit moment, on va te laisser poursuivre ta présentation. Et puis, je reprends les questions de toute façon, et puis on en aura plein à te poser dans quelques minutes. D'accord. Merci pour vos questions, en tout cas. N'hésitez pas à les poser dans le chat. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Bon, j'ai continué. Tout à l'heure, j'ai parlé des voyageurs en groupe. Et maintenant, je parle des voyageurs individuels. À part les touristes qui voyagent en groupe, les marchés des voyageurs individuels chinois se présentent de plus en plus en France. Selon une étude de TripAdvisor, 90% des voyageurs individuels chinois sont moins de 45 ans. Ils ont une bonne capacité d'anglais. Ils recherchent des expériences personnalisées que le voyage en groupe ne peut pas ouvrir. Et pour satisfaire à leur demande, nous leur proposons un service différent par rapport aux voyageurs en groupe. D'abord, nos musées qui reçoivent des voyageurs individuels n'est pas le même musée qui reçoit des groupes. Donc, les deux catégories de visites sont séparées. Et l'accès de ce musée pour les voyageurs individuels est plus discret. Deuxièmement, les voyageurs individuels peuvent choisir un produit personnalisé, c'est-à-dire les cours de création du parfum, comme dans le Diabo. C'était une cliente qui a fait ce cours de création de parfum. Les billets de ce cours sont vendus sur les OTA chinois comme les Ctrip Fleety. Ce cours est déroulé en mandarin et le visiteur pourrait créer leur propre eau de toilette de sa propre main. Et à la fin de ce cours, les clients peuvent avoir la visite gratuite guidée comme des visiteurs en groupe. Et à part des marchés touristes, nous avons aussi le marché chinois local. Et nous avons aussi ce marché des Chinois local en France.
ils se présentent aussi beaucoup. Et ils peuvent être les jeunes étudiants chinois en France, des immigrants asiatiques, des personnels des institutions comme de l'ambassade. Par rapport à des touristes de Chine, ils ont déjà connu Fragonard et nous devrons leur faire des offres vraiment spéciales. Donc, pour ce marché, nous avons fait des ventes via le live streaming en travaillant avec des KOL chinois locaux à Paris. Les clients peuvent profiter d'un prix spécial dans le live streaming et l'envoi a été gratuit. Donc, le live streaming, c'est un mode très apprécié par des jeunes clients comme des étudiants ou des jeunes professionnels. Nous soutenons aussi beaucoup des événements, de l'ambassade en tant que sponsor. Cela a attiré des étudiants chinois qui ne connaissaient pas Fragonard avant de venir étudier en France. Et nous recevons, et par ailleurs, nous tenons une très bonne relation avec des correspondantes de presse officielle de Chine. Et Fragonard est interviewé plusieurs fois par CCTV et la presse Xinhua. Xinhua, c'est la nouvelle Chine. Cette interview sur CCTV 13 a été en 2019 et nous avons eu 500 millions de vues en un seul jour en Chine. Donc ça, c'était notre musée et là, c'est les boutiques de musée. Et voilà, et maintenant, je vais vous parler du marché digital en Chine. Depuis quelques années, beaucoup des clients qui ont visité Fragonard en France, quand ils retournent en Chine, ils nous expriment toujours leur envie d'acheter Fragonard en Chine, mais pourtant, ils n'ont pas pu parce que Fragonard, en tant qu'une entreprise française, et avant, nous pensons uniquement de vendre en France et en Europe. C'était une identité française que nous aimerions garder. Et donc, les clients qui veulent acheter Fragonard en Chine ne pourraient que acheter par des dégos. Comme expliqué à M. Bourraz, ce sont des gens qui achètent en France et ils revendent en Chine avec leur marge de prix. Depuis la pandémie, Fragonard, comme les autres magasins en France, a perdu une grande majorité des clients asiatiques. Et nous visons maintenant donc le marché en Chine et nous allons commencer par le e-commerce. Auparavant, Fragonard n'a jamais fait de publicité pour attirer des clients. Toute notre communication a été faite par le musée et l'usine. Et en Chine, ça serait vraiment différent. Nos clients ciblés en Chine sont des jeunes femmes professionnelles, milléniales, ayant au moins un bachelor, habitant dans les villes développées comme Shanghai ou Pékin. Par rapport à la génération de leur mère, cette communauté cherche à acheter plutôt une expérience personnalisée pendant l'achat au lieu uniquement d'un produit. La renommée d'une marque est un côté, mais le style d'originalité est aussi important. Par exemple, quand une femme de cette communauté cherche un parfum à porter, elle réfléchit à l'occasion de porter, elle réfléchit les vêtements à apporter pour s'accorder au parfum, etc. Cette communauté des clients ciblés sont très attachés aux réseaux sociaux, d'où elle connaît les marques étrangères de niche, les marques niches étrangères, et elle s'inspire des commentaires des autres. Pour toucher cette segmentation, notre communication sera faite sur les réseaux sociaux chinois. Et pour le moment, nous avons 3 canaux qui sont WeChat, Sina Weibo et Xiaohongshu. Et les activités dessus sont différentes. Donc, nous allons commencer par parler de WeChat. Donc, j'imagine que vous connaissez déjà WeChat, qui est l'application la plus indispensable pour les Chinois. C'est une application qui a été lancée en 2011, donc ça fait 10 ans maintenant, qui permet de communiquer avec les contacts, avec leurs contacts et faire des achats, paiements sans contact, etc.
fonction importante dans WeChat est le WeChat Moment, qui est le cercle d'amis où nous pouvons publier les photos comme ça. Nous pouvons publier des photos, des vidéos, des journaux et attendre la réaction des autres. Selon les statistiques de Tencent, en janvier 2021, en Chine, il y a maintenant 1,09 milliard d'utilisateurs WeChat par jour, 780 millions d'utilisateurs qui fréquentent dans les WeChat Moments, 120 millions d'utilisateurs qui publient des contenus dans le WeChat Moment par jour. Et de ce nombre, 67 millions de publications sont des photos. Et il y a 360 millions d'utilisateurs qui lisent les articles publiés par le WeChat compte officiel des marques et 400 millions des utilisateurs utilisent les mini-programmes pour faire les achats. Donc, en un mot, WeChat couvre toute la partie de la vie sociale en Chine. Fragonard a déjà une bonne base des clients. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les clients, quand ils viennent dans nos musées, ils scannent pour avoir leur photo de groupe et ils suivent le compte Fragonard. Et pour ceux qui nous attachent beaucoup, ils partagent aussi à leur cercle d'amis. Et donc, ces bases de clients sont des clients qui connaissent très bien Fragonard, qui nous a visités, qui sont convaincus par la qualité de nos produits, et ce sont les clients les plus rattachés à notre marque. Donc, sur notre WeChat compte officiel, Fragonard envoie des articles à tous nos suiveurs et nous les recommandons de partager dans le WeChat Moment, enfin le cercle d'amis. Ensuite, l'article est circulé dans le cercle d'utilisateurs et dans les articles qui sont envoyés sur le compte WeChat Fragonard, ce sont des articles longs, soit culturels, soit commerciaux. Par exemple, il y a des articles qui présentent les rituels de la grande toilette de Marie-Antoinette, du Marie-Antoinette. Et il y a d'autres articles qui présentent les différentes gammes de nos produits, etc. L'objectif de faire circuler ces articles dans WeChat, c'est de faire connaître aux autres que nous sommes une marque française 100% et nous essayons de transformer nos suiveurs à des acheteurs potentiels. Mais le WeChat n'est pas assez, donc nous avons aussi le Sina Weibo. Sina Weibo est un blog en taille moyenne par rapport à des blogs traditionnels. Le contenu de Sina Weibo est typiquement plus court et les utilisateurs pourraient publier des vidéos ou des photos. Nous pouvons les comparer comme une combinaison de TikTok et de Twitter. Si WeChat a raccourci la distance entre toi et des amis, les Sina Weibo raccourcit la distance entre toi et les gens que tu ne connaissais pas, tels que les célébrités, les personnes politiques, etc. En 2020, le nombre d'utilisateurs actifs de Sina Weibo a atteint 523 millions. Par rapport à WeChat, l'utilisateur principal de Weibo sont des femmes de l'âge entre 19 et 39 ans. Cela correspond tout à fait à notre segmentation. Sur Sina Weibo, nous publions des posts courts et nous lançons beaucoup d'activités telles que les tirages au sort, les compétitions de photos, etc. Par exemple, ici, c'est un blog qu'on a publié il y a un an et la taille est vraiment courte et c'est la photo qui est importante. Et dans cette partie, c'est plutôt une compétition que c'est un tirage au sort qu'on a lancé. Les participants pourraient avoir un parfum de magnolia s'ils gagnent. Mais pour participer, il faut suivre et publier des photos sur Fragonard. Et nous avons aussi le petit livre rouge qui est le Xiaohongshu. C'est la plus grande communauté d'inbound marketing en Chine. Il est base de son réseau social de lifestyle de Xiaohongshu.
2019, le chiffre d'utilisateurs actifs a atteint 350 millions. En 2020, le nombre de posts publiés en moyenne par jour est 10 milliards. Et les utilisateurs actifs de Xiaohongshu ont montré une tendance de la jeunesse avec l'âge principalement entre 18 et 34 ans. 40% des utilisatrices féminines habitent dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin. Elles sont des femmes en col blanc, on dit, enfin les femmes professionnelles, et elles ont une forte capacité de consommation. Elles ont des besoins de consommation correspondent à leur vie professionnelle. En ce qui concerne le choix et la marque de la marque, les utilisateurs de Xiaohongshu insistent sur la marque luxe ou le luxe abordable, les marques qui ont des bons commentaires, les produits de haut de gamme et surtout les marques étrangères. Sur Xiaohongshu, les posts de Fragonard sont concentrés sur le fait que Fragonard est une marque traditionnelle française existant presque 100 ans et nos produits sont fabriqués 100% en France et nous ne pouvons que l'acheter en Europe. Donc, c'est plutôt la rareté et l'identité française qu'on crée sur ce réseau. Et le boutique de Fragonard qui va arriver en Chine bientôt, enfin en été, ça sera une boutique dans les WeChat mini-programmes. Le mini-programme est une fonction de e-commerce dans le WeChat qui permet aux clients de faire l'achat directement dans son WeChat sans télécharger une nouvelle application ou créer des comptes pour un achat. Le paiement sera direct sur WeChat Pay. Donc, pour tes clients, le WeChat mini-programme simplifie les étapes de l'achat. Ils peuvent profiter plus facilement des promotions marketing telles que des achats en groupe, puisque nous pouvons partager facilement le boutique dans la conversation. Pour les vendeurs, le mini-programme est la mesure la plus directe de transformer les fins aux clients. Par exemple, Madame Wang, qui a 40 ans, elle n'est pas à l'aise à télécharger toujours des nouvelles applications sur Internet pour faire des achats. Et elle ouvre son mini-programme de WeChat et elle achète quelque chose et elle voit une promotion en groupe. Donc, elle partage directement à son cercle d'amis et donc elle trouve facilement 2-3 amis qui veulent acheter ensemble. Et cette opération est très facile, simplifiée, qui gagne beaucoup de temps par rapport à Jingdong ou Tmall. Donc, comme nous avons parlé, le nombre d'utilisateurs de WeChat a atteint 1,09 milliard en Chine et sera fait un grand potentiel. Donc, l'objectif de Fragonard, c'est qu'on voudrait transformer les fans dans notre WeChat à des utilisateurs dans notre mini-programme. Et ce mini-programme sera lié à notre compte WeChat. Donc, quand vous ouvrez le compte Fragonard, vous verrez directement ce mini-programme. Et depuis le compte officiel, nous avons envoyé aussi les actualités de produits, les liens à la boutique, etc. Donc, voilà. Donc, ça sera bientôt prêt et vous pouvez le voir si vous suivez Fragonard. Et voilà, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Merci beaucoup, Madame. Vas-y, pardon. Parce qu'on voulait vous laisser parler jusqu'au bout. Je pense que tout ce que vous avez dit, c'est particulièrement intéressant pour l'audience. Moi-même, j'étais vraiment très intéressé de vous rentrer dans l'opérationnel. Tout ce que vous avez dit sur WeChat, etc., on a juste les pieds dedans. Moi, j'ai une approche d'habitude qui est plus académique, hein, comme je vous ai donné tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, Adrien, on a le temps quand même de poser quelques questions et d'avancer encore? Oui, bien sûr, on n'a pas encore dépassé l'heure et demie, donc on est bon, mais ça se passera dans 5 minutes. Donc, on va peut-être dépasser un peu le temps et pour pouvoir poser un peu plus de questions.
Et pour ceux qui peuvent encore suivre, bah, très, très, très bien. De toute façon, on partagera peut-être la conférence sur notre chaîne YouTube. J'ai juste une question, moi, pour rester dans le digital, à l'instant, qui a été posée dans le chat, on peut en briller là-dessus. C'est donc, merci pour la présentation sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous communiquez aussi sur l'origine France et Provence avec la lavande, par exemple? Avez-vous un nom chinois? Si oui, lequel? Merci beaucoup. Donc, si nous avons un nom en chinois, c'est ça cette question? Oui, c'est Oui. ça. Et puis, la communication sur l'origine France et Provence, par exemple, avec des images typiques comme la lavande, la suinta, des choses comme ça. Oui. Oui, notre traduction en chinois, je trouve, c'est assez joli et romantique. Nous avons traduit sur la base phonétique. Donc, fragonard, nous avons traduit en huagongna. Donc, si on lit rapidement, c'est huagongna. Huagongna, hua, ça veut dire la fleur. Donc, la fleur, c'est la matière première des parfums. Gong, ça veut dire un palais. Donc, ça nous rappelle à nos musées parisiens qui sont un hôtel du XVIIIe siècle qui est très beau. Et na, c'est féminin. Donc, ça sous-entend que c'est une fille qui habite c'est une fille comme une fleur qui habite dans un palais français. Et nous avons, le côté provençal, existe vraiment dans toute notre collection. Comme je vous ai montré les produits fragonard, vous voyez facilement les fleurs, les jardins, l'océan, etc. Ce sont tous les éléments provençaux. Et en plus, j'avais entendu parler par un visiteur qui sont venus au musée, qui disent qu'avant de venir en France, elles pensaient que les Français portent toujours les vêtements en noir et en gris. Et quand il vient au fragonard, il trouve que c'est quand même très coloré. Et on a fait une petite plaisanterie. On dit que parce que fragonard est provençal et le noir, gris et blanc, c'est des couleurs parisiennes. Ça, c'est vrai. Très bien. J'ai une autre question un peu plus précise parce que tu as mentionné tout à l'heure les ventes à l'aéroport. Quelles sont les 2 premières marques les plus vendues dans les aéroports français avant Fragonard? Est-ce que tu les as peut-être en tête? Je suis désolée, je n'ai plus ça en tête. Je pourrais vous répondre après si vous me laissez un email, etc. Et donc, la question suivante, c'était, je ne sais pas si Stéphane, toi, tu en as une. Oui, mais j'ai une question à poser à Madame Wu sur le comportement du consommateur chinois pendant le Covid et après le Covid. Est-ce que vous avez observé des changements de comportement de vos consommateurs? Selon une étude de Berne, une étude en décembre en 2020 de Berne, il parle justement de ce sujet. Dans ce rapport de Berne, il dit que les achats en ligne, les achats et la vente en ligne de luxe ont doublé en 2020. Et donc, les clients chinois, je pense qu'ils sont de plus en plus à l'aise à acheter des produits luxe en ligne sans besoin de l'acheter ou sans besoin d'aller au magasin pour essayer, etc. Et aussi, un autre comportement que j'ai remarqué, c'est qu'ils achètent beaucoup en Chine, dans le territoire chinois. C'est peut-être une influence de Covid que la fermeture des territoires, mais aussi il y a aussi un grand duty free de Hainan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était très récent. C'était créé en 2019 et en 2020, l'aéroport le duty free de Hainan a eu 126% de croissance. Et cela fait je trouve ce chiffre. Oui, et en 2020, le duty free de Hainan a eu 32,72 milliards d'achats. D'accord, ça veut dire que si c'est le duty free, ça veut dire que les Chinois continuaient de se déplacer? Oui, on dirait que c'est un duty free sans sortir de territoire. Ah, d'accord. Ok.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le marché français? Ça veut dire la consommation des touristes chinois en France pendant la période du Covid et comment vous voyez l'avenir? Je vois que le consommateur chinois en France, il achète beaucoup vers le live streaming. Je vis que non seulement Fragonard, mais aussi le printemps et le Val, c'est pas comment, le Val Village, enfin, le duty free Cosmetic à Valley, côté de, ah oui, c'est le ça? Valais, Oui, le- pardon, tu vois, c'est un endroit pour acheter des choses soldées, des luxe sur oui, moi ça me parle. Je ne RRA. sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est à côté de Paris, c'est ça? C'est dans la région parisienne? Oui, Oui, c'est à côté de Disneyland. oui, Euh, d'accord. c'est le Valley Village a aussi créé la vente en live streaming. Et j'ai vu que tous les marques qui ont fait le live streaming pour des Chinois en France, ils ont tous ils ont tous eu de très belles ventes et ils continuent de le faire. Et donc, je pense que c'est aussi une transformation digitale. Et j'ai remarqué que le live streaming qui est visé sur les Chinois, c'est vraiment très détaillé, très complète par rapport à des ventes qui sont faites sur des sites pour des Français. Et vos Après les villages. est-ce qu'il y a des perspectives de récupération de votre chiffre avant le Covid en France? Est-ce que vous savez combien de temps? Est-ce que vous avez commencé déjà à récupérer des Euh, consommateurs en France? Comment ça se passe pour Fragonard? Pour Fragonard, malheureusement, nous avons fermé les musées et même maintenant, c'est le déconfinement, nous n'avons pas toujours pu rouvrir. Et donc, toute notre vente, ça serait euh, sur Internet en France depuis presque un an. Et nous rouvrirons petit à petit les boutiques. Mais pour le marché touriste chinois, je pense qu'il y a encore longtemps à récupérer. Ça, c'est pour tout le secteur tourisme à Paris. Okay. On a une question de Madame Bonhomme sur le e-commerce que vous avez en Chine. Est-ce que vous vendez à travers WeChat? Est-ce que vous vendez en ligne aussi directement sur un site web e-commerce? Non, Non. nous allons vendre uniquement sur WeChat. Et j'ai vu qu'il y a quelques questions similaires, donc je vous réponds tous. Il y a Madame Bonhomme qui me demandait sur le site fragonard.com, n'existe pas en mandarin. Oui, en fait, le site fragonard.com, c'est un site de vente en France. Et le site de vente en France et le site de vente en Chine, ça serait vraiment différent. Le graphisme sera différent, le prix sera tous différent. Et donc, nous ne pouvons pas mélanger les deux. Et donc, si les Chinois qui veulent acheter des fragonards en Chine, ils ne peuvent que aller sur notre compte WeChat et aller sur nos mini-programmes pour acheter. Et la Chine n'est pas un pays de livraison disponible. Oui, parce que tous nos produits en Chine seront livrés de Chine. Maintenant, les produits sont en chemin vers la Chine, sont encore en océan. Et bientôt, quand ils arrivent dans notre entrepôt qui est à côté de Shanghai, et ils peuvent recevoir des produits, mais ça ne fera pas vente sur ce site. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur votre distribution à travers les boutiques physiques en Chine? Comment ça se passe et quels sont vos... Je ne sais pas si vous pouvez dire où vous en êtes. Est-ce que vous vendez à travers des multistores? Est-ce que vous avez des boutiques en propre? Et c'est quoi les perspectives de développement sur la distribution pour Fragonard en Chine? Pour le moment, nous allons distribuer uniquement sur le WeChat compte officiel. Nous n'allons pas ouvrir des stores réels pour le moment parce que pour nous, comme nous voulons expliquer notre identité et avant nous avons toujours fait à travers la visite guidée dans le musée. Et donc ce sont des visiteurs qui avaient visité Fragonard qui nous connaissent. Mais en Chine, c'est difficile de faire le musée ici. Et donc nous allons vendre directement. Et tout d'abord,
à des visiteurs qui ont déjà visité et qui ont déjà suivi notre WeChat. Et donc, peut-être dans les années à venir, nous allons ouvrir le store, mais pas pour l'instant. D'accord. Et je ne sais pas si vous pouvez parler un petit peu des domaines sur lesquels vous communiquez sur les réseaux sociaux, les territoires de communication. Vous parlez de quoi? On parle beaucoup du musée, de l'histoire. Est-ce que vous parlez aussi des processus de production? Est-ce que la qualité, par exemple, ou l'environnement, c'est des questions importantes pour les Chinois aujourd'hui? La préservation de l'environnement? Oui, ouais. C'est l'écologie, c'est toujours Fragonard essaie de promouvoir aussi. Et donc, tout d'abord, dans les réseaux sociaux différents, nous parler des choses différentes. Sur le WeChat officiel, nous parler de l'histoire, de culture, de fabrication et aussi des produits, etc. Mais sur Xiaohongshu, nous allons parler principalement sur les produits. Mais surtout, c'est canaux, nous allons parler le côté écologique de Fragonard. Par exemple, notre emballage était fait par les papiers 100% à cycler, etc. J'ai une question pour toi, Stéphane. Après la crise sanitaire, pensez-vous que le marché du luxe va repartir à la hausse? Alors, tout dépend dans quelle perspective et sur quel marché on se place. Sur le marché chinois, c'est une évidence. Je pense qu'on a pu même commencer à dépasser les niveaux auxquels on était avant la crise du Covid. Il y a un vrai rebond qu'on appelle de récupération, avec des comportements de consommateurs qui sont vraiment de l'ordre du revenge buying, comme on dit, achat-revanche pour toute la période de frustration. Après, sur les marchés européens, on manque un petit peu de perspective. Franchement, on sait qu'il y a des mutations de comportement, notamment on l'a dit, sur le principal driver du marché qui sont les Chinois. C'est vrai que si les Chinois touristes ne viennent plus dépenser, pour faire simple, aux États-Unis ou en France ou en Italie, ces marchés-là, en tout cas sur le luxe, ils vont être en baisse, même si on va voir la consommation domestique augmenter en Chine. Ça veut dire en termes de masse globale, il est probable que le marché continue de croître et ça semble bien orienté comme ça. Après, c'est une redéfinition selon les marchés. Ça veut dire plus de croissance encore en Asie et une croissance encore plus faible en Europe et en Amérique probablement. Ça a l'air de se dessiner un peu comme ça, mais là on manque vraiment de recul. On sort à peine du confinement, on voit que les avions commencent à recirculer et on ne sait pas trop encore comment les gens se déplacent. Et les passeports vaccinaux ne sont pas encore établis partout. Enfin, il faudrait que vraiment les gens puissent se déplacer pleinement pour qu'on puisse anticiper sur les chiffres de ce que sera le marché. Moi, j'attends la production des grands rapports là, des instituts Bain, Deloitte, Altagamma, etc., pour voir un petit peu comment eux, ils analysent, puisqu'ils font des études pour un peu projeter sur 2021, mais je pense que ça arrive là, maintenant, entre juin et septembre, on a quand même le recul du premier semestre, mais pour le moment, ce n'est pas clair, en tout cas sur ces marchés-là. Merci Stéphane. Et Suélie, peut-être, toi, tu as aussi une vision de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous constatez une reprise chez Fragonard, en plus avec une activité liée au musée qui sont fermés en France? Comment ça se passe et quelles perspectives? Pardon, les perspectives Après c'est l'impact du Covid et puis par rapport à la suite, quoi. Est-ce que le marché du luxe ou le marché des cosmétiques reprend et vous le sentez peut-être dans vos chiffres, ou alors c'est encore en pause à cause de ce qui se passe par exemple en France au niveau des musées? Je pense que pour tout le secteur tourisme, c'est même le déconfinement, nous ne pouvons pas avoir des choses facilement maintenant. Je pense qu'il faut attendre des mois, au moins l'été qui passe, pour voir si nous pouvons récupérer les marchés tourisme. Pour nous, c'est un peu complexe parce que nous recevons beaucoup des clients, des groupes chinois, et ils ont une très bonne capacité d'achat,
et ils ont envie d'acheter des produits français que nous étions vraiment heureux et contents qu'ils reconnaissent notre qualité. Et maintenant, comme la Chine ferme toujours la frontière à cause de Covid, et nous ne pouvons pas l'accueillir maintenant, nous pouvons recevoir des clients européens, des clients américains, je pense, mais leur capacité d'achat est moins forte. Donc, pour nous, donc le coût d'ouverture, le musée est encore très cher parce que l'achat ne peut pas recommencer. Justement, ça amène une autre question plus macroéconomique. Tu parlais de pouvoir d'achat un petit peu plus faible en Europe par rapport à la Chine. C'est vrai que la Chine, c'est vraiment un marché énorme pour le marché du luxe. Et je crois qu'on ça doit être de l'ordre de 80% de la croissance du marché du luxe, hein. Stéphane, je parle sous ton contrôle, mais si en ce moment la crise économique et la croissance un peu partout dans le monde se réduit, est-ce que vous pensez tous les deux d'ailleurs que à long terme, ça reste quand même un marché solide? Le marché du luxe en général, tu veux dire? Est-ce que la baisse du pouvoir d'achat pourra avoir un impact à plus long terme sur le marché du luxe et en particulier en Chine? Et pourquoi tu vois une baisse du pouvoir d'achat et sur quel marché, Adrien? Moi, ce que je vois, c'est pour l'instant, quand même, on peut constater et se mettre d'accord sur la croissance économique qui est peut-être un petit peu plus faible ces derniers temps. Et on a pas mal d'instituts, Bain, par exemple, dont tu parlais, consultants qui prévoient une croissance un peu plus faible que ce qu'on a vécu ces 10 dernières années. Et donc, croissance économique plus faible égale certainement salaire plus faible. Est-ce que c'est quelque chose qui va être contré quand même, ou alors les Chinois sont prêts à dépenser, par exemple, 3 mois de salaire sur des produits de luxe? Voilà. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça pourrait en avoir un à plus long terme? Alors, je pense que les chiffres demeurent, hein, ça veut dire environ 6% de croissance, environ 6,5 dans les chiffres que j'ai présentés tout à l'heure sur les quelques années à venir. Donc, le marché reste bien orienté. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur les biens de luxe, on n'a pas une élasticité, de la demande qui est comme sur les produits de base. Donc, c'est vrai que c'est un marché où les consommateurs aiment se faire plaisir, même en temps de crise. Ils sont prêts à quelques sacrifices pour se faire plaisir et ils vont choisir peut-être de consommer moins, mais des produits de meilleure qualité ou plus luxueux. On n'a pas forcément une adéquation de la baisse du pouvoir d'achat très généralisée avec la baisse de la croissance des produits de luxe. D'autant plus qu'évidemment, on est sur un segment de marché qui n'est pas celui qui est prioritairement affecté par les baisses de pouvoir d'achat. Hein, si on parle on peut compter par exemple l'augmentation du nombre de millionnaires en Amérique ou en Chine. Hein. Ils disent beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses, l'augmentation de ce chiffre sur, par exemple, le marché des yachts ou ce qu'on appelle de luxury hospitality et le marché de l'expérience. Et on ne voit pas du tout ces marchés baisser. Ouais, d'accord. C'est confirmé dans le chat d'ailleurs. On a des gens qui connaissent un peu le domaine et nous disent pas de baisse de pouvoir d'achat pour l'instant. Ok. J'ai aussi, alors il y avait une question sur le site fragonard.com n'existe pas en mandarin. Alors à confirmer de plus. Ah pardon. Je pense que vous a répondu à cette question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une équipe de travail en Chine? Si oui, quelle ville? Shanghai? Okay. S'il y a une équipe, pour le moment, notre équipe de Fragonard en Chine, c'est plutôt, oui, c'est dans la région shanghaïenne. Par exemple, la graphiste travaille à Hangzhou, tout ça, et notre travail se déroule beaucoup sur Internet. Donc, on se voit pas tous les jours. C'est aussi un peu comme en télétravail, mais on se voit comme une fois tous les mois pour rassurer des choses. Mais sinon, nous travaillons tous indépendamment. Et aussi, notre équipe en France, parce que nous avons aussi des personnels en France, nous travaillons beaucoup avec eux. Et notre rythme de travail, parce qu'en Chine, nous avons le décalage horaire. Donc, l'équipe chinoise va travailler de 8h à
14 heures en Chine et l'équipe française qui parle chinois va travailler entre 14 heures et 20 heures, tous les heures chinoises. Et donc, comme ça ferait vraiment 16 heures d'ouverture de magasins chinois. Tu nous parlais aussi avant la présentation de peut-être aspects plus interculturels dans le travail au quotidien. C'est par exemple la vitesse, la dynamique du marché en Chine, le besoin de réactivité et peut-être le lien avec le bureau français n'était pas forcément évidente. Comment ça se passe toi dans ton quotidien, travailler en Chine comme ça avec une entreprise française? Parfois, il y a beaucoup de conflits et parfois, je m'adapte. Ça fait 1 an que je ne suis pas en France et je ne sais pas si les habitudes de vente en ligne ont un peu changé en France. Est-ce qu'en France, quand on achète maintenant sur Internet, il y a un vendeur qui est tout le temps en chat avec toi? Enfin, pas un vendeur robot, un vrai vendeur. Il y en a? Comme dans la boutique? En France? Non. Que j'ai vu, Madame Non. Bonon m'a dit non. Ok. C'est en Chine, sur Tmall et sur Tmall, Jingdong et sur les magasins, sur les mini-programmes, il y a souvent un vendeur ou une vendeuse qui est tout le temps là, qui n'est pas robot et qui devrait réagir très vite à la question des clients. Parce que si vous ne répondez pas assez vite, les clients peuvent tout à fait acheter une autre marque, etc. Et donc, en Chine, nous avons très l'habitude d'avoir des vendeurs qui réagissent vite et des vendeurs personnalisés. Et quand j'ai expliqué cette situation à notre siège mère en France, il les trouvait impossible. Il pense que ça va être un gros travail parce qu'en ligne, nous pouvons avoir 10 personnes qui parlent en même temps et comment vous pouvez leur répondre. Et j'ai expliqué que c'est un service qui est très mature, que des vendeurs sur Internet, c'est un peu comme je pense qu'avant en France, nous avons les ventes par téléphone, qu'il y a un vendeur qui répond à votre appel, etc. Et maintenant en Chine, c'est tout sur Internet. Et donc, pour juste essayer de comprendre ce thème, je leur ai montré depuis mon téléphone d'essayer de faire un achat, tout ça. Et ça, notre équipe en France, il l'a trouvé impressionnant et un peu difficile à accepter au tout début. Mais nous avons très, très bien s'adapté et nous avons mis une vendeuse en Chine et une vendeuse en France qui travaillent dans les heures différentes. Donc, ensemble, ça fait 16 heures de travail au total, et donc qui correspondent à l'heure d'ouverture de notre boutique en Chine. D'accord. De mon côté, merci beaucoup, Sueli, pour cette réponse. De mon côté, je ne vois plus tout à fait de questions qu'on aurait oubliées. Stéphane, je ne sais pas si tu en as une, oui. J'ai vu une question qui m'a demandé sur les contrefaçons. Enfin, oui, tout à fait. Sur le contrefaçon. Je pense que depuis 2018, nous protégeons beaucoup la marque Fragonard en Chine en travaillant avec un cabinet avocat. Et donc, j'ai vécu moi-même plusieurs fois ce travail avec cet avocat. Il nous envoie une liste dès qu'il reconnaît une contrefaçon possible et nous les attaque directement avec la loi. Et donc, je n'ai pas trop de soucis sur la contrefaçon. Et en plus, le produit Fragonard, comme c'est fabriqué 100% en France, les ingrédients de nos parfums je pense que ça va être difficile à reproduire en Chine. Merci beaucoup, madame. Moi, j'ai toujours plein de choses à demander, Adrien, mais là, peut-être une dernière question? Oui, alors finalement, c'est vraiment pas ça qui manque. On a beaucoup de questions. Pas difficile. C'est vrai que d'avoir cette approche très, très opérationnelle avec tous ces détails, moi, je trouve ça formidable. J'ai envie de demander à madame Wu les partenariats.
la question des partenariats, peut-être. Est-ce que Fragonard établit des partenariats avec des artistes, des influenceurs ou d'autres marques en Chine? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est particulièrement intéressant pour les consommateurs chinois? Pour les partenariats, je pense que le plus intéressant, pour nous, c'est le partenariat avec des KOL, des influenceurs. Parce que notre cliente ciblée seront des jeunes femmes professionnelles qui habitent dans les grandes villes comme Shanghai. Et ce sont vraiment ce sont vraiment des consommateurs qui lisent beaucoup les commentaires des autres. Et la collaboration entre Fragonard et des KOL, mais dans le secteur de l'art, enfin les influenceurs en art, ça nous permet d'augmenter notre renommée. Et en plus, nous avons travaillé beaucoup avec les KOL de tourisme, des KOL voyageuses. Et à ce moment-là, ça nous a beaucoup augmenté les nombres de nouveaux fans. Mais maintenant, comme c'est fermé pour les KOL de tourisme, ça serait un peu différent. Donc, je pense que ça va vraiment être, ça va principalement être des KOL de l'art. D'accord. On a une question intéressante ici. N'y aura-t-il pas une baisse des ventes domestiques en Chine lors de l'ouverture des frontières au profit des maisons mères / pays d'origine de marques de luxe, et de ce fait un boom du luxe en France vers 2020-2021 lié aux voyageurs chinois? Pas un boom, un recovery partiel, à mon avis, peut-être en France, en Italie, aux États-Unis, mais en fait, je pense qu'il y a quand même un changement. Ça veut dire que le Covid, ça accélère la domestication, je ne sais pas si on peut dire comme ça, du marché chinois. Il y a des Chinois qui consomment localement en Chine, et je pense que c'est une tendance qui va perdurer, qui s'est juste accélérée en fait à cause du Covid, et on peut quand même imaginer que non, le marché occidental ne récupère pas totalement après le Covid. Je dis ça, mais c'est très spéculatif, puisqu'encore une fois, on n'a pas les chiffres, puisqu'on n'a pas commencé à avoir ce mouvement retour des touristes chinois en France. Donc, on n'a pas trop d'idées aujourd'hui, en fait. Je suis d'accord avec M. Bourras. Et dans le rapport de PEN qui a été publié l'année dernière, ils disent aussi que la perte de luxe ne sera pas recouverte avant 2023. Et je pense comme M. Bourras que même il y aura une augmentation, enfin légère, mais il n'y aura pas un grand boom. Moi, je ne sais pas si… je pense que Adrien, est-ce qu'on aborde une autre thématique parce qu'il est 14h. On y est, hein, je pense qu'on y est. C'était passionnant, mais on pourrait continuer, mais je pense que déjà on a à peu près fait le tour des questions, donc on peut peut-être conclure si tu veux. Sauf si vous avez chacun quelque chose à ajouter. Moi, je voudrais remercier Madame Hu parce que j'ai une approche qui est très académique et qui est nourrie effectivement d'études, de rapports et de ce que je peux lire au niveau académique. Mais pour une fois, c'est toujours formidablement intéressant d'avoir un point de vue professionnel, et je ne peux que espérer qu'en tant que prof de marketing du luxe, que par exemple, vous puissiez intervenir dans un des programmes luxe de Neoma Business School, parce que les étudiants sont aussi très intéressés à avoir comment dire, des connaissances académiques, certes, mais de savoir réellement ce qui se passe sur les marchés. Donc, merci beaucoup, Madame Hu, de votre point de vue et d'être venue ici au nom de Fragonard. Merci beaucoup, Monsieur Bourras, et merci à Adrien et merci à tous les participants qui m'avaient écouté. Je me sens un peu stressée au tout début, et comme ça fait longtemps que je n'ai pas parlé le français pendant autant longtemps, et donc parfois je ne sais pas si ma compréhension mon expression était compréhensible, et vous étiez tous là et vous étiez vraiment patiente et vous m'avez donné beaucoup de confiance. Donc, merci à tout le monde. Merci, J'espère que j'ai répondu à votre question.
très compréhensible. Je pense que tout le monde a bien compris tout ce que vous aviez à vous dire. Ça nous a passionnés. Merci encore. Merci Voilà, beaucoup. voilà. Merci à toi aussi, Stéphane, vraiment pour toutes ces interventions-là. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce qui était intéressant dans cette conférence, c'est que vous avez tous les deux un point de vue peut-être plus généraliste pour toi, mais en fait, tu connais très bien le milieu de l'entreprise. Et puis, Suei qui a cette vision très opérationnelle, pragmatique. Donc voilà, moi, j'ai pris beaucoup plaisir à organiser cette conférence avec vous. Merci aussi au public d'être là et aux fidèles et à ceux qui ont tenu jusqu'à presque 2 heures. Malgré l'horaire. Donc, voilà. Donc, un dernier mot peut-être. On organisera d'autres événements de ce type à l'avenir. On organise aussi des événements culturels et des événements business pour ma part. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre, un peu de promotion, pourquoi pas, sur les réseaux dont on vient de parler. On est sur Facebook, WeChat, LinkedIn et Twitter. Donc, on verra si on peut mettre la conférence sur YouTube. Dans ce cas-là, on vous invitera aussi à rejoindre notre chaîne YouTube. Voilà, merci Stéphane, merci Suei. Et puis, on se tient informé. Merci à tous, bonne journée. Et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée pour toi surtout. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ciao. Et voilà, je ferme. Salut, bonne soirée. Merci.